Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour nous écouter pour cette présentation. Du coup, on va vous parler avec Valentina de deux interventions qui visent à améliorer les compétences cognitives dans la microdélétion 22. Et donc, pour commencer, je vais vous parler déjà de plusieurs fonctions cognitives qui peuvent être affectées dans la microdélétion 22. Donc, pour commencer, les fonctions intellectuelles. Donc, quand on parle de fonctions intellectuelles, on parle en fait des compétences cognitives globales, donc de raisonnement, et elles sont largement mesurées par le QI. Donc, dans la population générale, ce qu'on peut voir, c'est que ce QI, il est mesuré par en fait une courbe qu'on peut voir ici, et la moyenne se situe autour de 100. Donc la plupart des personnes dans la population générale se situent entre 85 et 115, et puis on trouve aussi après 130 des personnes qu'on qualifie qui ont un haut potentiel intellectuel, et en dessous de 70, on parle plutôt de déficience intellectuelle. Et ce qu'on voit dans la microdélétion 22, en fait, c'est que cette moyenne elle est légèrement décalée vers la gauche, où on retrouve cette moyenne à 70, donc à la limite de la déficience intellectuelle. Par contre, on voit aussi une grande variabilité entre les personnes, donc qui se situent soit avant ou alors après 70. Ce qu'on voit aussi dans le comportement et les capacités cognitives des personnes, c'est qu'on voit souvent une meilleure capacité à apprendre et à mémoriser des choses qui sont plutôt verbales par rapport aux capacités non verbales, donc plutôt visio-spatiales et tout ce qui est traitement arithmétique aussi. Au niveau du développement de ces personnes, donc dans la population générale, on voit que le QI il est relativement stable au cours du temps. Par contre, ce qu'on voit souvent chez les personnes avec une microdélétion 22, c'est une diminution de ces capacités au cours du temps. Donc elles ont tendance à progresser moins vite, ce qui fait en fait une diminution des points de QI. Ce qu'on voit aussi, c'est que les personnes qui développent vers l'âge adulte des symptômes psychotiques montrent déjà en fait un déclin de ces capacités cognitives avant que ces symptômes ils apparaissent. Donc ce que vous pouvez voir dans la dernière graphe ici, les personnes qui sont sur la trajectoire en bleu sont les personnes qui vont développer ces types de symptômes. Et puis merci. Et donc, on voit que ces personnes qui développent des symptômes psychotiques autour de l'âge de 18 ans vont déjà avoir moins de bonnes capacités cognitives dès l'enfance. Ensuite, au niveau de l'attention, donc le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité est le diagnostic le plus fréquent chez les enfants qui ont une microdélétion 22. Donc il y a 35 à 45 enfants qui vont remplir ces critères pour ce diagnostic. Et au niveau de la présentation de ce trouble, ce qu'on voit, c'est que il y a une surreprésentation du sous-type inattentif, donc ça va être des difficultés, par exemple, à porter attention aux détails, ou alors à être souvent distrait, à perdre ses affaires ou à les oublier. Et ça, on voit que c'est plus de presque 2/3 des enfants ou des adolescents qui vont avoir cette présentation-là. Ce qu'on voit moins, mais qui reste quand même 1/3 des personnes avec une microdélétion, c'est tout ce qui est hyperactivité, impulsivité, donc des difficultés à rester tranquille sur une chaise, à avoir tendance à parler trop ou alors à interrompre. Et on voit encore une minorité des participants ou des personnes qui montrent un profil mixte, donc avec ces deux sous-types. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce sous-type inattentif, il est plus difficile à dépister, on le voit moins. Donc c'est pas comme si on s'attend à ce qu'il bouge beaucoup, à ce qu'il nous parle beaucoup. Ça, c'est vraiment des choses qui sont moins visibles, et c'est pour ça aussi que ça met plus de temps à être dépisté, à être remarqué. Ce qu'on voit aussi au niveau de ces symptômes inattentifs, c'est qu'ils tendent à persister au cours du temps. Donc dans ce graphe, ce que vous voyez en ligne horizontale, c'est l'âge donc de l'enfance vers 5 ans jusqu'à 18 ans à l'âge adulte, et puis le nombre de symptômes d'inattention et d'hyperactivité. Et la ligne orange ici vous montre en fait la stabilité de ces symptômes au cours du temps, tandis que l'hyperactivité tend à diminuer avec l'âge. Ensuite, pour la mémoire, donc la plupart des études, elles ont
investigué plutôt la mémoire à court terme, donc qui nous permet de stocker des informations de manière plutôt temporaire, et puis la mémoire de travail qui permet, elle, de pouvoir en même temps manipuler ces informations. Donc c'est des mémoires qu'on utilise vraiment tous les jours et qui, par exemple, nous permettent d'écouter une conversation et en même temps de retenir ce que la personne a dit pour ensuite pouvoir lui répondre. Et dans la microdélétion 22, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la mémoire de travail verbale, il y a des difficultés à apprendre, en fait, par exemple, des chiffres et à pouvoir les restituer dans un autre ordre. Et puis, ce développement de cette mémoire, il est aussi différent par rapport au sujet contrôle. Donc, on voit qu'ils progressent. Par contre, ils progressent moins rapidement que les sujets contrôle. Et ils atteignent donc ce qu'on appelle un plateau ici, plus rapidement que les sujets contrôle. Ensuite, pour la mémoire de travail non verbale, donc tout ce qui va toucher au visuel ou au spatial, on voit également des difficultés. Donc ça, c'est par exemple un exercice qu'on fait passer aux personnes qui suivent notre protocole. Et le but, c'est de mémoriser en fait les emplacements des points sur une grille et de pouvoir ensuite s'en rappeler et puis les replacer au bon endroit. Et ça, c'est des difficultés qui sont aussi présentes dans cette population. Et puis une étude ici qui a montré que ces difficultés en mémoire de travail spatiale sont aussi associées avec des aires cérébrales, frontales et pariétales qui sont moins activées que chez les contrôles. Donc à Genève, on a mené 2 études. Donc la première pour pouvoir améliorer ses capacités attentionnelles, donc c'était un essai médicamenteux, et puis une deuxième étude qui est toujours en cours pour pouvoir en fait améliorer les compétences mnésiques, cette fois avec la stimulation transcrânienne. Donc, ce qu'on sait au niveau des traitements pour l'attention, donc il y a plusieurs aménagements déjà qui peuvent être faits au niveau scolaire et puis au niveau du travail. Donc, par exemple, octroyer plus de temps à l'enfant pour réaliser des tests, ou alors aussi la psychoéducation qui permet aussi de mieux comprendre en fait les difficultés et pouvoir les travailler dessus et puis plus s'y adapter. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que le traitement psychostimulant, il est efficace pour pouvoir réduire ces difficultés. Et donc le plus fréquent, c'est le méthylphénidate, donc une molécule qu'on retrouve dans plusieurs médicaments comme la Ritaline, le Concerta. Et il y a peu d'études qui ont été faites en fait sur les enfants ou les adolescents qui ont une microdélétion et également un trouble d'attention. Mais on sait qu'il y a une minorité d'entre eux qui sont traités par un traitement médicamenteux, donc environ un tiers. Et ce que 2 études ont montré précédemment par rapport à cette médication dans la microdélétion, c'est que c'est une médication qui est plutôt sûre, donc il n'y a pas eu de complications cardiovasculaires, il n'y a pas non plus de troubles psychotiques qui ont été induits par la médication 6 mois après avoir commencé le traitement. Et puis les effets secondaires sont fréquents, mais ils sont quand même assez légers. On sait aussi que ces médicaments sont efficaces, donc ils permettent de réduire de 40% les symptômes principaux du trouble d'attention, et aussi ils ont un effet sur les capacités attentionnelles, donc plus mesurées par des tâches, et puis les fonctions exécutives. Donc je vais vous présenter maintenant un petit peu les résultats de notre étude qu'on a menée depuis 2016 à Genève. Et donc on a eu 41 participants, donc âgés entre 8 et 25 ans, qui ont participé à cette étude, répartis entre 2 groupes. Donc d'abord un groupe qu'on dit naïf, donc des personnes qui ne prenaient pas ce traitement avant, donc avec qui on a fait un essai médicamenteux pendant 13 jours. Donc ils ont d'abord fait une première visite sans traitement avec toute une série de mesures que je vais vous présenter plus tard. Puis ensuite, on a introduit le traitement pendant 13 jours et c'est pendant cette période-là qu'ils revenaient à Genève refaire une évaluation pour retester en fait ces différentes compétences sous traitement. Et puis une dernière visite, cette fois de nouveau sans traitement. Le groupe consommateur, c'est des personnes qui prennent déjà ces traitements de manière régulière, quotidienne, et chez qui on a fait une visite pendant qu'ils prenaient ce traitement et une visite sans traitement, donc par exemple pendant une période scolaire où le traitement était arrêté. Et chaque personne a fait en fait plusieurs évaluations. Donc d'abord des symptômes cliniques. Donc ça c'était un entretien avec les parents qui permettait d'évaluer un petit peu les symptômes au quotidien. Puis aussi des mesures cognitives, donc qui évaluaient plusieurs domaines comme l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. On a également fait une prise de sang qui a permis en fait de mesurer la concentration du médicament dans le sang et qui permettait aussi de mieux ajuster ensuite ce dosage. Et puis aussi, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui prennent un même dosage
au même poids n'ont pas forcément la même réponse ou la même absorption. C'est pourquoi on voulait justement ajouter cette prise de sang pour pouvoir mieux ensuite faire des recommandations. Et puis aussi des mesures de neuroimagerie, mais je vous en parlerai moins dans le cadre de cette présentation. Donc, avant de vous présenter nos résultats sur tout le groupe de personnes, je voulais juste prendre un exemple d'un participant qui a participé à cette étude à Genève. Donc, c'était un jeune homme de 23 ans. Donc, on a introduit le traitement dans le cadre de l'étude. Donc, c'était un participant du groupe naïf. Et puis, ce qu'on a remarqué au niveau de la tolérance au traitement, c'est qu'il l'avait bien toléré. Il avait seulement une petite perte d'appétit qu'il a remarqué en cours de journée, mais qui n'a pas empêché à se rattraper plutôt le soir. Au niveau de l'entretien avec les parents, ce qu'ils remarquent, c'est qu'il paraît moins fatigué en cours de journée. Il a également une meilleure initiation. Il est plus motivé pour faire les choses. Par exemple, il se levait plus tôt le matin. Il était plus motivé pour la journée. Et aussi, les tâches du quotidien lui paraissaient moins coûteuses en énergie, en attention. Et puis aussi, ce que lui a remarqué et aussi que ses parents ont remarqué, c'est qu'il était plus concentré pour la conduite. Donc, il était en train de passer son permis de conduire et aussi plus vigilant. Donc, au niveau de l'évaluation cognitive, donc les tests faits à Genève, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une meilleure efficacité dans son travail entre donc la première et la deuxième visite. Donc, une meilleure vitesse de traitement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il avait une meilleure capacité à passer d'une tâche à une autre. Donc ça, c'est la flexibilité mentale. Et aussi une meilleure capacité à apprendre des informations verbales et visuelles. Donc plutôt au niveau de la mémoire épisodique. Donc ce qu'on a pu conclure, c'est que les résultats du bilan sont encourageants. Donc le traitement est globalement bien toléré. Donc la prise de sang qu'on a faite, elle montrait en fait que cette concentration de médicaments, elle était inférieure à l'intervalle thérapeutique. Donc ça montre que le dosage n'était pas encore tout à fait adapté. Et ça, on l'a aussi vu dans certaines tâches où des difficultés attentionnelles qui ont persisté en fait même après avoir introduit le traitement. Donc une recommandation qu'on a faite, c'était de pouvoir réintroduire ce traitement avec un dosage cible plus élevé pour pouvoir vraiment entrer dans cet intervalle cible. Donc maintenant, les résultats au niveau de tout le groupe, donc au niveau de la sécurité et de la tolérance au traitement. Donc les effets secondaires, ils étaient vraiment fréquents, donc plus de 23 participants sur 25 en ont noté plusieurs. Par contre, c'était vraiment une intensité légère à modérée pour la plupart. Donc, ce qu'on peut voir ici dans ce graphique, donc au premier jour, on voit vraiment une grande prévalence des symptômes plutôt gastro-intestinaux, donc ça va être le plus fréquemment des pertes d'appétit, et puis aussi au niveau du sommeil, donc là ça sera plutôt des difficultés à s'endormir. Et puis ces symptômes-là, ils restent assez fréquents au cours de l'essai médicamenteux. Par contre, on sait dans notre expérience que ces symptômes-là, ils tendent à réduire et puis sont plutôt passagers quand on prend plus longtemps ce traitement. Au niveau de l'entretien clinique qu'on a fait avec les parents de ces participants, donc ce qu'on a remarqué, c'est que les parents avaient trouvé des améliorations avec le traitement, tant pour l'inattention que pour l'hyperactivité et l'impulsivité. Et puis, quand on prend plus précisément ces deux domaines, donc pour l'inattention, il y avait moins de fautes d'étourderie, une meilleure attention soutenue, une meilleure écoute, meilleure capacité à suivre les instructions. Et puis aussi au niveau de l'organisation, c'était plus facile pour les participants de s'engager dans les tâches quand ils étaient sous traitement. Au niveau de l'hyperactivité et de l'impulsivité, là, on trouve moins d'améliorations, mais par contre, c'est des choses qui étaient moins présentes déjà à la base. C'est pourquoi on voit seulement 2 petites améliorations ici au niveau, par exemple, des capacités à écouter, à ne pas interrompre la personne à qui on parle. Au niveau maintenant des résultats de l'évaluation cognitive, donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des améliorations, mais elles sont ciblées sur certains domaines uniquement. Donc déjà pour l'attention, on a vu des améliorations de l'inattention, de l'impulsivité, également de la vigilance, et puis de l'attention soutenue, donc la capacité à garder son attention sur une durée plus prolongée. Donc les participants, ils montraient moins d'erreurs au fil du temps et ils répondaient de manière constante, donc un temps de réponse qui était moins fluctuant que d'habitude. Aussi au niveau de l'inhibition, donc dans la capacité à pouvoir s'arrêter au bon moment dans une tâche, on voit aussi qu'il y a eu moins de transgression de règles dans une certaine tâche quand ils avaient eu ce traitement. Et puis, de manière un petit peu moins forte, au niveau de la vitesse de traitement, on voit aussi qu'il y avait une petite
meilleure efficacité au niveau de la vitesse de traitement, donc la vitesse de travail. Donc, en conclusion, ce qu'on voit dans la microdélétion 22, c'est que les troubles d'attention ils sont fréquents, avec surtout l'inattention qui est au premier plan. Et puis, cette prévalence élevée, elle tend à se maintenir, à persister au cours du temps pendant l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte. Et donc, cette étude, elle permet en fait de pouvoir rapporter encore plus de réponses par rapport à la sécurité et à la tolérance du traitement. On voit qu'il est bien toléré, ce traitement, malgré quelques effets secondaires qui sont transitoires pour la plupart. Et le méthylphénidate, donc ce traitement toujours, on a vu qu'il était efficace pour réduire les symptômes principaux de troubles d'attention et aussi pour pouvoir aussi améliorer les compétences cognitives. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour, je vais présenter la partie sur la stimulation transcrânienne. La stimulation transcrânienne est une forme de neuromodulation qui utilise une courant électrique continue, faible, qui est délivrée par des électrodes placés sur la tête. Il y a deux types d'effets de cette stimulation transcrânienne. Il y a un effet online pendant la stimulation électrique qui est probablement en raison de l'altération de la tension de la membrane des neurones. Et après, le after effect à la fin de la stimulation qui peut être impliqué dans le changement de la plasticité synaptique. Nous savons que la stimulation transcrânienne, c'est une méthode très, très sûre. Il a peu d'effets secondaires comme la sensation de picotement sur la tête et des mangeaisons pendant la stimulation et peut-être des rougeurs ou brûlures sur la peau uniquement pendant la stimulation transcrânienne et aussi maux de tête. Mais il a aussi des contre-indications comme par exemple des risques d'épilepsie, des électrodes pour la DBS, stimulation profonde cérébrale, des lésions cérébrales, des implants métalliques dans la tête ou dans le cou, et aucune preuve de lésion cérébrale, c'est très important. Aussi, nous savons que la stimulation transcrânienne est sécure et bien tolérée dans les enfants et les adolescents. En fait, il y a des revues systématiques dans la littérature chez les adolescents qui ont révélé que les effets indésirables les plus fréquents sont les mêmes que dans les adultes. Aussi, les démangeaisons cutanées, les rougeurs de la peau et mal de tête. Et c'est très important de dire que ces effets sont transitoires parce qu'il y a juste 2 heures après la stimulation transcrânienne. Maintenant, à Genève, nous avons cette étude, cette étude s'est commencée en 2020 et il est en cours pour utiliser cette stimulation transcrânienne pour améliorer la fonction mnésique. Nous faisons plusieurs des choses comme la modélisation individuelle de flux de courant, l'extraction de la dynamique cérébrale pendant la mémoire du travail et aussi ça c'est pour avoir cette stimulation personnalisée en fonction de paramètres individuels de chaque individu. Oui, ça c'est la procédure de l'étude. Dans les premiers jours, on fait un EEG pendant les tâches de mémoire. Après, on fait l'extraction de la dynamique cérébrale pour chaque individu. Et dans le deuxième jour et le troisième jour, il y a la simulation cérébrale pendant les tâches de mémoire pour 20 minutes. Et après, on EEG pendant les tâches de mémoire pour vérifier s'il y a des changements cérébraux. Et il y a 2 types de simulation, une simulation réelle et une simulation fictive, pour prouver si les résultats sont les mêmes après la simulation réelle ou fictive. Nous n'avons pas de résultats, mais ça c'est juste l'exemple pour le premier participant de cette étude. Et comme vous pouvez voir, ça c'est le nombre, la percentuelle de réponses correctes à la tâche de mémoire. Ça c'est le baseline, la première fois. Et c'est 48%, le pourcentage, mais après la simulation réelle, c'est beaucoup plus haut.
Ça veut dire que les fonctions mnésiques sont améliorées, mais pas pendant la simulation fictive. Et la limite de cette méthode est qu'après juste en session de simulation, il a des effets transitoires, mais peut-être que l'effet de plusieurs sessions de simulation peut être plus durable. Donc voilà, juste pour vous présenter en quelques mots une nouvelle étude qui commencera bientôt à Genève. Et justement, le but, ça sera en fait de pouvoir faire plusieurs séances de stimulation pour voir l'effet de ces séances sur le fonctionnement mnésique. Et donc, pour cette étude qui commencera, on pense, plutôt en 2023, donc le but, ça sera d'avoir 2 groupes de participants. Donc, un groupe qui fera toujours les sessions de stimulation réelle, et puis un groupe qui aura les sessions de stimulation fictive. Et ces séances de simulation, vu qu'on veut les faire chaque jour pendant une certaine période de temps, elles se feront à domicile du participant, donc avec un bonnet qu'on donnera à la famille, avec tout un kit en fait, qu'on vous expliquera. Et puis, donc, ils participeront d'abord une première fois à Genève pour faire certains tests, puis on introduira ces séances de stimulation, et ensuite un retour à Genève pour évaluer vraiment l'effet de cette stimulation au cours du temps. Et ça, c'était juste pour vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, pour vraiment vous montrer un petit peu en pratique ce que ça pourrait vouloir dire de porter un bonnet comme ça pendant plusieurs sessions. C'est vraiment un bonnet où en fait on va y replacer des électrodes à certains endroits pour pouvoir stimuler les régions cérébrales qui sont juste en dessous. Et c'est vraiment quelque chose qui peut se faire facilement à la maison. Il faut juste vraiment une personne qui puisse aider à placer tout ce qui est sur la tête. De toute façon, la première séance se fera à Genève avec nous d'abord pour pouvoir apprendre comment se faire. Chaque séance va durer environ 20 minutes. Donc j'ai oublié juste de préciser, pendant ces séances, on ne sera pas en personne avec le participant, mais on sera vraiment en visioconférence pendant toute la durée de la stimulation pour guider le parent qui est en train de faire toute cette installation. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Puis n'hésitez pas. Donc vous l'avez compris, je pense que l'effort qui est aujourd'hui fait, c'est de pouvoir offrir des approches thérapeutiques, des approches qui peuvent avoir un effet pour les personnes, qu'elles sont médicamenteuses, comme vous avez vu. Il y a eu beaucoup de questions autour de la médication par le passé. Est-ce que c'est juste de donner une médication pour la microdélétion 22? Est-ce que c'est aussi efficace? C'est quelque chose qu'on reprend largement. Sur la façon de médiquer, on a une deuxième session après où je vous parlerai de quelques éléments sur la prise des psychotropes qu'on reprendra. Et puis on est aussi vraiment très enthousiaste de commencer ces approches de stimulation transcrânienne parce que c'est sûr que, en tout cas dans les années 2020, ça sera probablement le moyen, disons, nouveau et potentiellement efficace de remédier spécifiquement des fonctions cognitives qui sont différentes. Et donc, peut-être que ce que vous n'avez pas perçu non plus, c'est que c'est une amplification du signal électrique dans l'idée de pouvoir renforcer les neurones qui sont spécifiquement actifs pendant ces tâches. C'est vraiment ça l'idée. On peut prendre une analogie, c'est ces stimulations électriques pour des gens qui ont eu des lésions musculaires
où pendant l'exercice, on stimule des muscles pour réamener une forme de renforcement et de réactivation des muscles qui ont pu être lésés. Et donc, c'est à peu près ce principe.